Bonsoir à tous, merci d'être sur la 3, c'est l'heure de la grande team, le point de toute l'actualité sportive. C'est ici et durant 90 minutes. L'émission est interactive, donc au moment opportun, vous aurez donc la possibilité de nous appeler pour participer. Je vous propose le sommaire de cette émission, c'est parti. Sommaire, la grande team vous présente ce soir LGT News. Algérie 2022 au quotidien. Éléphants locaux. Aïda Rassoaleyo reste à son poste. Qu'en pensez-vous? Bonne émission avec JB et sa team. Après l'expédition algérienne, le coach des A', Aïda Rassoaleyo, reste à son poste. Et ce soir, on en parle. Notre question, LGT. Éléphants locaux maintenus à son poste jusqu'au CHAN 2024. Aïda Rassoaleyo peut-il faire mieux? Voilà, c'est notre question LGT. Plus 225 27 21 59 93 99 si vous souhaitez nous appeler. En cas contraire, si vous préférez nous écrire, eh bien, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Du basketball, un mot de kickboxing et du football, bien sûr, toutes les news dans LGT News. Dejan Prokic a arrêté une pré-liste de 15 joueurs. Jean-François Kébé, Nisré Zouzoua, Dominique Diomandé, Bali Koulibaly et Willy Kwasi sont les du kickboxing avec le boxeur ivoirien le plus adulé. Oli la machine sera face Laoudoni le 18 février. Boxeur de Muay Thai, Oli Yves dit Oli la machine ira à la conquête du monde. L'Ivoirien sera sur le ring le 18 février prochain à Paris pour un défi face à Sofian Laïdouni, son challenger. Ce combat se fera selon les règles du kickboxing. Oli, quintuple champion d'Afrique de Muay Thai, va donc affronter un adversaire qui a déjà ses repères de cette discipline. Mais cela ne devrait nullement constituer un handicap pour le boxeur ivoirien qui en avril 2019 avait été champion du monde WPKF. C'est le stadium Pierre de Courbettin qui accueillera l'événement. Le tennis à présent avec l'ATP. Pas de sanction pour Alexander Zverev. Alexander Zverev faisait l'objet d'une enquête interne de l'ATP après des accusations de violence domestique. Il a été décidé par la suite de l'infliger aucune sanction au joueur puisque l'enquête n'a pu prouver les allégations de son ancienne compagne. Selon son ex-femme, Olia Sharipova, les faits se seraient déroulés en marge du Master 1000 de Shanghai en 2019. Mais Zverev avait toujours nié être coupable de ces violences. Des nouvelles au football avec le transfert de dernière minute du milieu de terrain ivoirien de Sassuolo. Ahmed Traoré dépose ses valises à Bournemouth en quête d'un milieu de terrain de métier après l'échec de la piste menant à Nicolo Zaniolo de la Roma. Bournemouth a jeté son dévolu sur Ahmed Traoré Jr. Le joueur ivoirien âgé de 22 ans a donc rejoint la formation anglaise de Premier League sous forme de prêt. Ce transfert fait l'objet d'une obligation d'achat fixé à 30 millions d'euros, soit 19 milliards 650 millions de francs CFA. Prenons la direction de Nice. Nicolas Pepe aux soins. L'état de santé de Nicolas Pepe préoccupe du côté de l'OGC Nice, victime d'une lésion musculaire au genou, selon la radio locale. Dimanche dernier, avant le match contre Lille, l'attaquant ivoirien a été ménagé. Mais pour plus d'assurance, l'ancien joueur d'Arsenal va passer des examens complémentaires afin d'établir la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Les dernières heures du mercato en France n'ont pas été fructueuses pour le club de la capitale française. Pas de Ziyech au PSG. Alors que tout semblait réuni pour le transfert de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain, le dossier a capoté à la dernière minute. Le PSG espérait cependant avoir gain de cause en introduisant auprès de la LFP un recours. Malheureusement, la commission juridique a repoussé son recours. C'est désormais fini. Hakim Ziyech ne pourra pas évoluer à Paris comme annoncé suite à un bug de Chelsea qui avait envoyé les mauvais documents plusieurs fois avant de faire parvenir le bon document d'homologation après l'heure fatidique de fermeture du mercato. Et voilà, c'est la fin de LGT News. Après, bien sûr, ce premier jet d'infos, laissez-moi vous présenter la team de ce soir. Je vais commencer par Yellow Blémonde. Salut Yellow. Salut JB. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va. À côté de vous, Begré Yago, notre champion d'Afrique 92. Salut Begré. Salut JB. Comment allez-vous? Super bien, merci. On parle sport et on est toujours content de vous avoir avec nous. C'est un plaisir pour moi aussi.
En face, Henri-Joël Bois. Bonsoir Henri-Jo. Bonsoir JB. Vous allez bien? Je vais bien. Surtout que janvier vient de s'achever. Janvier est fini. Bonsoir Balo. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Oui, ça va. C'est vrai qu'on ne vous retrouve pas très souvent en chemise juste comme ça. Oui, mais parce que janvier est fini, donc on marquait du pierre blanche la fin de janvier. D'accord, donc vous avez été tapé aussi par la janviose. Si, tout à fait. Ah bon, hein? Yellow, vous n'avez pas soutenu Balo? Dans quoi? Dans quel combat? Ah mais... Le combat contre la galère. Allez, on va revenir un peu sur les news, quelques infos. Yellow, Oli la machine a un combat prochainement, le 18. Il va monter sur les rings. Il y a un ricochet. Il va remonter sur le ring. C'est vrai que pour son dernier combat du côté du Palais des Sports de Trècheville, ça ne s'était pas très bien terminé. Je crois qu'il a enchaîné 2 défaites. Ouais. Là, on va lui souhaiter plein de chance. On espère qu'il pourra battre cet adversaire-là. C'est vrai qu'après cette défaite au Palais des Sports, il avait été un peu la risée sur les réseaux sociaux. On espère qu'il pourra battre cet adversaire-là et puis revenir au meilleur de sa forme. Allez, en tout cas, bonne chance à Oli la machine. Henri-Jo, un mot de basketball avec des absents. Oui, des absents. Vous savez, quand il y a eu cette publication de la liste pour une pré-liste dans un premier temps, on avait vu des noms comme Nisré Zouzoué et on était très heureux à l'idée de son retour avec l'équipe nationale. Malheureusement, il n'est pas retenu. La com, au niveau de la Fédé, parle d'indisponibilité due à son club. D'accord. Maintenant, ça sera à ceux qui ont été retenus d'aller défendre les couleurs ivoiriennes. Il faut rappeler que nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Et moi, bon, vous savez, on a un large éventail de joueurs depuis l'Afro-Basket où nous avons terminé vice-champion. Je me disais qu'avec ces joueurs qui ont participé, et surtout ceux qui ont participé aux différentes fenêtres, on avait la possibilité quand même de s'appuyer sur ces joueurs-là et puis mieux préparer la Coupe du Monde. Mais bon, vous savez, on a un nouveau coach, donc c'est à lui de faire son travail. Dans son discours, il a dit qu'il donnait la possibilité à ceux qui évoluent dans notre championnat de pouvoir quand même faire leur premier pas avec l'équipe nationale. Et à la jeunesse aussi, surtout. Oui, la jeunesse. Donc, il fait la promotion de la jeunesse. On espère que ça va porter ses fruits parce qu'on part dans cette compétition, cette dernière fenêtre, en étant déjà dans l'idée de préparer ce mondial. Donc, sans pression, ça sera aux autres d'avoir la pression, notamment l'équipe du Cap-Vert et l'équipe de l'Angola. Ils vont jouer à fond. Et ça sera aussi une bonne adversité pour nous pour essayer de juger notre équipe nationale. Et surtout, c'est nouveau qui vont intégrer l'équipe nationale. Donc, c'est bien. Dans un premier temps, mais moi, j'aurais comme je ne suis pas aussi le sélectionneur, j'aurais aimé quand même voir tous les gros bras, comme, si je peux le dire comme ça, les gros bras de l'équipe nationale à cette fenêtre-là. À cette fenêtre-là, pour qu'on puisse savoir réellement à quel niveau on se trouve à quelques mois du début de la Coupe du Monde. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, au programme de ce numéro 2 de la Grande Team, vous aurez un Sabuzz dans quelques secondes seulement avec au menu Cristiano Ronaldo et ses débuts à Al Nassr. Balo, avant de partir pour notre Sabuzz, Nicolas Pepe qui est blessé, peut parler de gêne musculaire, même si après on aura d'autres examens pour situer tout ça. Oui, absolument. On va donc attendre, je pense, les examens parce qu'une gêne musculaire peut se situer à plusieurs niveaux. Ça ne rend pas compte de l'indisponibilité du joueur dans un premier temps, mais effectivement, il y a matière tout de même à croiser les doigts pour que ça ne soit pas véritablement une blessure grave pour Nicolas Pepe, parce qu'il s'est redonné un nouveau souffle du côté de l'OGC Nice, après tout simplement son passage compliqué du côté d'Arsenal. Il faut le dire, Nice, c'est pour se remettre à flot, se relancer dans la machine. Donc, s'il est handicapé par une blessure, ça ne sera pas très, très évident. Donc, on souhaite pour lui que les résultats des examens soient positifs. Un jeune ivoirien qui passe maintenant de l'Italie à la Premier League en Angleterre, Ahmed Traoré. Oui, footballeur excellent footballeur qui fait un saut qualitatif en jouant avec Bournemouth en Premier League. C'est un championnat intensif, rugueux, où les duels, les combats, les défis physiques sont importants, mais je pense qu'il a la qualité, il a l'intelligence, il a le talent pour briller dans cette équipe-là. Pour moi, à lui de marquer son territoire maintenant, parce qu'il a cette grande visibilité-là en Première Ligue, à mettre Traoré, a les arguments, a le talent pour se faire voir.
Hakim Ziyech, pour terminer. Il était annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Et aux dernières nouvelles, Chelsea n'a pas donné tous les documents. Vous savez, qu'est-ce qu'on ça fait ressemble à l'histoire, ça, ça ressemble à ce qui s'est passé il y a de cela quelques années entre Manchester United et le Real de Madrid sur le cas de David De Gea. David De Gea, tout était prêt, tout était bouclé pour qu'il signe du côté du Real de Madrid. Sauf que United n'a pas envoyé les documents à temps. Les documents du joueur à temps, ils ont envoyé les documents, il me semble, 2 minutes après la fermeture du mercato. Et il est resté ça. Le Real n'a pas digéré l'épisode concernant David De Gea. Et c'est ce que nous avons vu parce qu'un grand club comme Chelsea est habitué à gérer les transferts. Moi, quelque part, vous savez, Chelsea a fait venir de nombreux joueurs, de nombreux jeunes joueurs, mais je ne pense pas que Chelsea va pouvoir les utiliser ou ils pourront donner satisfaction dans les jours à venir. Donc, en le faisant, je pense qu'ils montrent là l'intérêt pour eux de garder toujours Hakim Ziyech en leur sein. Donc, moi, je pense qu'il y a eu un peu de malice de la part de Chelsea pour faire capoter ce... En tout cas, certains médias ont parlé de bug. Ça reste une hypothèse. Mais ils ont parlé de bug, mais effectivement, c'est pas plausible. Je pense qu'à un certain niveau de responsabilité avec... tout ce que ça comporte comme statut de grand club, je ne pense pas qu'il y ait véritablement eu de bug. Peut-être que Chelsea s'est rendu compte changer d'avis à la dernière minute, alors que ça allait être véritablement une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Sincèrement, s'il était qualifié peut-être même pour jouer face au Bayern, chose qui n'est pas très, très sûre, en tout cas, ça allait être une très, très belle recrue pour aider le Paris Saint-Germain sur les côtés avec un Lionel Messi qui allait lui envoyer des ballons en profondeur dans l'intervalle. Ça allait faire mal, mais malheureusement pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, on salue la performance d'Agbadou, Henri Jo, qui a été vraiment solide face au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé. Je sais où vous voulez en venir. On ne va pas continuer le débat. En tout cas, on salue la performance d'Agbadou qui a réussi à arracher le nul avec son club face au Paris Saint-Germain. Allez, après Manchester United, c'est en Arabie Saoudite qu'a signé un CR7, sauf que ses débuts ne sont pas réluisants. On en parle dans notre Sabuzz. Son transfert stratosphérique à Al Nassr a fait beaucoup jaser puisque Cristiano Ronaldo, avec un salaire record de 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA annuels, est le joueur le mieux payé de la planète foot. Alors que son arrivée au club de Riyad avait suscité beaucoup d'espoir, l'attaquant portugais peine, après un mois, à se faire un nom sur le terrain. Sous les couleurs d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas inscrit le but et délivré la moindre passe décisive. Pourtant, lors de son incroyable présentation, l'ancien mancunier avait pourtant affirmé qu'il était là pour réaliser de grandes réussites. Résultat des courses, en 2 matchs officiels, il est resté muet. Pire, son club s'est fait éliminer en demi-finale de la Supercoupe de l'Arabie Saoudite par Al Ittihad. CR7 annonçait avoir fini sa mission en Europe. Ça justifie un peu le fait de se retrouver en Arabie Saoudite, pour beaucoup d'observateurs en tout cas, mais ça ne se passe pas comme prévu. Alors, comment expliquez-vous les débuts difficiles de CR7 après son match de gala où il a inscrit le doublé face au Paris Saint-Germain? Moi, je pense qu'il vient dans un nouvel environnement, il faut donner du temps, c'est quelqu'un qui est un compétent né. Il n'a pas peur, il ne doute jamais. Forcément, il va marquer en championnat rapidement et que ça va s'enchaîner. C'est un grand travailleur. Pour moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'acclimater rapidement, sur 1 mois, 2 mois, et on verra après ce qu'il va prouver. Mais je sais que c'est quelqu'un qui va faire très mal après, parce que c'est quelqu'un qui sait tenir, porter son équipe, mais qui est très adroit devant les buts. Il disait une fois que quand il venait du côté de Manchester qui ne marquait pas, il dit marquer, c'est comme... ce que vous savez, je ne vais pas faire de publicité ici. Ah, d'accord, voilà, c'est vrai. Voilà. Et quand ça s'empile, après, naturellement, ça vient. Moi, je ne m'inquiète pas pour lui, en tout cas. D'accord. Allez, est-ce que vous vous souvenez d'un début aussi facile pour CR7 dans un autre club auparavant? Oui, quand
Dans ses débuts à Manchester United... Parce que c'est vrai qu'il joue que 2 matchs sûr. 2 matchs. C'est vrai que c'est 3, mais c'est un match de gala et 2 matchs officiels, oui. Dans ses débuts à Manchester United, quand il quitte l'équipe du Sporting, ça n'a pas été évident dans les premiers moments. Hein. C'est vrai qu'il avait le talent, il avait tout, mais il a fallu à Ronaldo de s'adapter à la Premier League avant de véritablement exploser avec United. Sauf qu'avec les autres clubs, ça a été quand même une adaptation éclair. Hein. Ouais, quand il part au Real, tout de suite, voilà, il se met dans le moule. Ensuite, du côté de la Juve, ça se passe très bien. Même quand il revient à Manchester United, ça se passe aussi très bien dans les débuts, ou même il finit meilleur buteur du club. C'est plutôt sur la 2e saison avec Manchester United que les choses ont commencé à se compliquer un tout petit peu. Et depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, c'est resté un peu difficile pour lui de véritablement briller en attaque. Maintenant, il arrive, comme Beugre le dit, il arrive dans un nouvel environnement. Il ne connaissait pas forcément ce championnat-là, même si nous, ici, on disait que ce n'était pas un championnat assez relevé, mais il ne le connaissait pas. Il n'a joué que 2 matchs, mais il a déjà marqué des buts, il faut le signifier. Hein. Il a déjà marqué en amical, donc ça va venir. Il est marqué, il est tout le temps attiré par le ballon, par le but. Donc peut-être après 2 ou 3 matchs, voilà, ça va venir et puis on verra. Ronaldo va continuer de marquer. Il lui manque combien de buts pour atteindre les Allez, en tout cas, on attend. 200, non? On attend ces buts de Pelé. En match officiel, en tout cas. Allez, Balo, des supporters commencent à s'irriter. On s'agace un tout petit peu après 2 matchs. Est-ce qu'ils ont le droit, derrière, de s'irriter comme ça? Parce que ça réclame déjà Aboubacar. Oui, je comprends, parce que Cristiano Ronaldo a mis la barre tellement haute qu'on s'attend à plus de lui. Mais je pense qu'il faut inviter les supporters à de la patience. Parce que même Lionel Messi, lorsqu'il est arrivé au PSG, a une période d'adaptation avant de pouvoir être à son meilleur niveau. Et on oublie qu'on parle d'un joueur de 37 ans. 37 ans, quand même, c'est un âge très avancé. Et pour qu'on puisse être à un meilleur niveau, surtout au meilleur niveau de la fleur de l'âge, c'est pas très identique, c'est très différent. Donc, c'est un joueur de 37 ans qui a su se maintenir tout de même au haut niveau, surtout à Manchester United. Je pense que ses problèmes à Manchester United se situaient au niveau du comportement et pas au niveau de la performance pure. Et du côté d'Al Nassr, je pense que dans la tête de Cristiano Ronaldo, c'est juste une retraite dorée. Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo soit motivé des challenges véritablement supérieurs pour aller tout exploser en Arabie Saoudite. Je pense que dans la tête de Cristiano Ronaldo, en ce qui concerne son état d'esprit, c'est juste avoir une retraite dorée, aller s'amuser. Donc je pense que pour cela, on peut l'excuser et je pense qu'il a encore le temps de rebondir sur sa 2e année. Yelo, un avis sur ça. Est-ce que vous pensez qu'il peut rebondir justement à Al Nassr en Arabie Saoudite? Je crois que cette question-là revient à chaque fois que Cristiano Ronaldo est en baisse de forme. Depuis son départ de Manchester United, il a été annoncé en grande pompe. Je me dis que la différence des championnats pourrait plaider en la faveur de Cristiano Ronaldo. Il quitte le championnat anglais pour un championnat peu connu où l'effort physique n'est pas véritablement demandé par rapport au championnat anglais, mais je suis désagréablement surprise de la performance de Cristiano Ronaldo. N'eût été son penalty marqué en match de gala et le but marqué en dehors du penalty, il n'y a pas eu forcément une grande performance de Cristiano Ronaldo qui a fait claquer des milliards, 131 milliards de francs CFA au bord saoudien. Donc, je suis malheureusement désagréablement surprise de la performance de Cristiano Ronaldo jusqu'à maintenant. À sa décharge, il ne faut pas aussi oublier que, vous savez, quand un joueur comme Ronaldo arrive dans un championnat, il devient la cible de tous les défenseurs. Oui. Il y a un traitement spécial qui lui est réservé. Et même, il y a eu quelques vidéos, quelques images où il n'était pas du tout ménagé par les défenseurs. Mais cela aussi
normalement, il devrait pouvoir s'adapter, s'habituer rapidement, voilà. Parce que ils vont pas. C'est pas parce qu'on sait que c'est Ronaldo et on sait que même une demi-occasion, il peut la. Mais il y a des gestes techniques aussi que Ronaldo n'arrive plus à faire aussi. Justement, on a eu à constater cela. Il a 37 ans aussi. Mais justement, Zlatan n'a pas moins que lui. Hein. Oui, mais Zlatan n'est pas aussi performant. Justement, Zlatan n'est pas. Oui, allez-y, pas c'est un championnat qui va quand même dominer. Il faut qu'il retrouve sa vraie condition physique. Vous savez, il s'est baladé depuis longtemps, il ne s'est pas entraîné sérieusement. Et puis après, il faut faire un vrai collectif autour de lui. Forcément, moi, je pense qu'il va retrouver le chemin des filets. Il aime ces défis-là. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé des bras. Et je pense que Cristiano, tôt ou tard, il va revenir, il va retrouver le chemin des filets. Et en plus, il sort d'une Coupe du Monde. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Justement, il sort d'une grosse compétition, donc il faut qu'il se remette. Ses performances aussi n'étaient pas. Je pense qu'il est dans une période de doute. Vous savez, avec l'épisode de Manchester United, où tout de suite, à un moment, il n'arrivait pas du tout à marquer. Ensuite, il se met lui sur la pression avec l'interview à Piers Morgan. Ensuite, il va à la Coupe du Monde. Ses performances sont décriées. Il est même mis sur le banc au détriment des jeunes qui, quand ils sont entrés, ont pris tout de suite la place. Ensuite, son transfert du côté de Al Nassr. Aujourd'hui, je pense qu'il est en train de se poser mille et une questions. Vous savez, c'est ce qui arrive souvent aux attaquants quand ils n'arrivent pas à marquer tout de suite. Est-ce qu'il n'est pas dans une période de doute? Est-ce que Ronaldo ne se pose pas mille et une questions à quand est-ce que ce but-là va venir? Non, ça peut arriver même aux grands joueurs. Donc ça peut expliquer quand même la situation qu'il vit en ce moment. D'accord. Maintenant, s'il y a un but qui arrive tout de suite, ça peut aussi lancer rapidement la machine CS7 et puis derrière, il va les empiler, quoi. En tout cas, le jeudi 26 janvier, voilà, où notre première CAN avait 31 ans, l'anniversaire de notre tout premier trophée. La CAN, bien sûr. Al Nassr FC, a été battu en Super Coupe d'Arabie Saoudite en demi-finale, 3-1 par Al Ittihad. Voilà. Donc là encore, ça va compliquer les choses. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va précipiter un tout petit peu son départ? Parce que derrière, son entraîneur, Rudy Garcia, en conférence de presse, a dit clairement que CR7 n'allait pas finir sa carrière en Arabie Saoudite. Tout ça, c'est préparé. Hein. Vous savez, ce club-là a les mêmes propriétaires que Newcastle. Et Newcastle, aujourd'hui, en Première Ligue, est en train de se battre pour les 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc, on ne serait pas étonné de voir Ronaldo. Moi, je pense que même c'est le profil, c'est l'itinéraire même qui a été tracé. C'est-à-dire, il part du côté de Al Nassr en Arabie Saoudite, essayer de donner une visibilité. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, toutes les télés sont tournées vers ce championnat-là. Récemment, même, il y a eu quelques télés qui ont acquis les droits de diffusion de ce championnat. Et ça, c'est l'effet CS7. Donc, est-ce que ce n'est pas l'itinéraire qu'a choisi Ronaldo, c'est-à-dire faire un tour du côté de Al Nassr, profiter de la manne financière, ensuite revenir au cas où Newcastle se qualifie pour la Ligue des Champions, pour terminer là-bas, parce que ça va se faire. C'est comme une filiale de Al Nassr, puisque c'est les mêmes propriétaires qui se retrouvent du côté de Newcastle. En tout cas, CR7, pour le moment, n'a pas encore inscrit de but en match officiel, tout simplement, donc en championnat et en match officiel. Allez, on va marquer une courte pause. Vous suivez la grande team, votre émission. Ici, c'est 100% sport. On revient sur toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. À tout de suite. Une journée avec Tonton Pal. Salut, ici c'est Tonton Pal, artiste malien. Je suis ici à Babi en Côte d'Ivoire. De passage en Côte d'Ivoire, la star de la chanson malienne a rencontré ses fans. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Il me plaît bien, il chante bien. Vraiment c'est un gars posé, il me plaît trop. Une journée avec Tonton Pal, à voir sur la 3 ce dimanche 5 février 2023 à 17h. Nous vous invitons à rester sur la 3 pour ne rien rater de ces instants inédits. Donc suivez-nous à Tegringri, on est ensemble. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. La 3, vous écançons de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk,
PPLK, numéro 1 sur la polémique sur la 3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans La Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Gilles. 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct. Oh, regardez ce beau. C'est quoi? Le Sénégal remporte sa première canne. Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct. Compte rendu d'événements musicaux. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur la 3. Restez connectés sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. « 18 nations. Un objectif. Un trophée. Le CHAN Algérie 2022 est à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 13 janvier au 4 février 2023. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Le CHAN Algérie 2022 se poursuit et sur la 3, le programme, le match de la 3e place, et bien sûr c'est ce vendredi à partir de 19h sur la 3. Le match opposera donc le Niger à Madagascar. La finale c'est le samedi Algérie-Sénégal. Voilà, vous avez le programme. La petite finale donc ce vendredi à partir de 19h, Niger-Madagascar, et le samedi l'apothéose c'est le 4 février 2023. Voilà, 19h30, la finale Algérie-Sénégal. On ne va pas parler de pronostics pour le moment. Ici, on essaie de faire notre petit bilan. Voilà, et notre question LGT. Éléphants locaux maintenus à son poste jusqu'au CHAN 2024. Aïdara Choualio peut-il faire mieux? C'est notre question LGT. Retour sur le CHAN dans Algérie 2022 au quotidien. Deuxième jet d'informations dans la Gazette du CHAN. Madagascar, le sélectionneur fustige l'arbitrage. Éliminé par le Sénégal lors de cette deuxième demi-finale du championnat d'Afrique des Nations sur le score de 1-0, le sélectionneur malgache Romuald Rakotodrabe a décrié l'arbitrage. Pour lui, son équipe a été privée d'un penalty. Je ne sais pas, mais désolé de le dire, pour moi, il y avait main. Je suis désolé, mais je pense que l'arbitre n'était pas à la hauteur. A-t-il estimé en conférence d'après-match. La superstar du CHAN signe en Algérie. Élu meilleur joueur de la phase de groupe avec son pays, le Madagascar, Koloana ne va plus quitter l'Algérie. En effet, il s'est engagé avec le MC Alger pour une durée de 3 ans et demi. Auteur de 3 buts, dont 2 petits bijoux, celui qui est surnommé Rakoul a séduit les observateurs et le public algérien. Âgé de 22 ans, il fera désormais ses preuves en Algérie. Allez, c'est tout pour la Gazette du CHAN. Ballot sur la dernière information. Allez, c'est un petit bijou que les Algériens vont très rapidement adopter, mais surtout après le CHAN. Oui, on s'y attendait. Ce n'est aucunement une surprise de voir Koloina signer dans un club étranger à celui des clubs de Madagascar. Moi-même, je m'attendais même, pourquoi pas, une épopée peut-être même en Europe, parce qu'il a montré de très très grandes qualités. Il fait partie des meilleurs joueurs de ce CHAN en l'état actuel
de la compétition. Il a non seulement marqué de grands buts, mais il a été aussi influent dans le jeu. Il a été influent pour son équipe Madagascar, de par son influence, de par sa capacité d'élimination, mais aussi par le fait qu'il a eu à décanter certains matchs. Hein. Madagascar n'avait pas ouvert le score sur certaines rencontres et grâce à ses buts, il a décanté la situation. Donc c'est surtout pas étonnant de le voir signer au MC Alger et peut-être, pourquoi pas, le revoir dans d'autres clubs plus prestigieux. Begré Yago, comme Amad Diallo, c'est un spécialiste des ballons enroulés. Ah oui, ça, il a cette flexibilité de la cheville extraordinaire. Mais comme il a dit, Ballot a tout dit. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est peut-être une étape dans sa progression, commencer par MC Alger et puis aller en Europe. Il a seulement 22 ans, mais quel talent, quel pied gauche, quelle influence dans le jeu et sur le jeu malgache. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs, surtout par son intelligence, par sa passe, mais surtout, comme tu l'as dit, par son pied gauche extraordinaire. Madagascar-Sénégal, 1-0 pour les Sénégalais. L'arbitrage, Henri Jo, est-ce que vous avez le même sentiment, le même commentaire que l'entraîneur malgache? Oh. Vous savez, depuis quelques années, il y a eu l'arrivée de cette technologie-là au niveau du football pour éviter toute discussion après les rencontres. Mais on constate qu'il y a toujours des problèmes. Malheureusement, il y a toujours des problèmes. Alors, l'arbitrage vidéo a été installé pour donner la possibilité à l'arbitre d'aller visionner et surtout de se faire une idée nette des différentes actions. Maintenant, si on ne l'appelle pas, je me demande à quoi ça sert les arbitres qui sont assis dans le véhicule et surtout qui regardent les différentes occasions. Au-delà même de l'action, de ce pénalty peut-être non sifflé pour les Malgaches, prenons même la compétition en elle-même. Il y a eu pas mal de situations où l'arbitrage vidéo pouvait appeler l'arbitre pour des actions. C'est vrai, on va évoquer toujours la Côte d'Ivoire, mais le tacle Suisse et Mélo, c'est un rouge direct. Ensuite, il y a eu un autre match où Silla a reçu le crampon de son adversaire sur la cuisse. C'était pour moi un rouge direct. Il y a eu des situations où on devrait, par exemple, revoir les situations. Mais pour revenir sur ça n'a pas été. Donc, ça résume même la compétition en elle-même. Et moi, je pense que pour se faire une idée, l'arbitre devait aller voir cette action-là de plus près et de se faire une idée concrète de ce qui s'est réellement passé. Ballot, vous quittez aux commentaires? Oui, il n'y avait pas pénalty parce que clairement, sur l'action, lorsqu'il y a la frappe, le défenseur prend le ballon ici, pratiquement au-dessus du coude. Donc pour moi, j'estime qu'il n'y a pas pénalty. Mais où je suis d'accord avec Henri Joël, c'est que les arbitres de la VAR apprécient la situation et en fonction de leur appréciation de la situation, décident d'appeler l'arbitre ou pas. Donc moi, je pense que là-dessus, vu qu'il y a eu contestation des Malgaches, ils auraient pu appeler l'arbitre pour venir visionner l'outil et trancher définitivement le débat pour qu'il n'y ait plus de polémique après match. Là, véritablement, à ce niveau-là, je pense qu'on doit revoir cela, l'utilisation, la coordination, la synchronisation entre les arbitres les arbitres de la VAR et bien sûr les arbitres vidéo et l'arbitre central, parce que très souvent, même dans ce CHAN, on a eu l'impression qu'il y a eu très souvent des hésitations, des échanges assez longs avec tout simplement les arbitres de la VAR et l'arbitre central. Donc, il faudrait qu'on revoie cela. Sur l'organisation, ça doit se revoir, comme Ballot le dit, Begré? Non, c'est vrai. Entre la coordination entre les arbitres vidéo oui, c'est vrai, c'est vraiment important. Comme l'a dit Henri Joël et Ballot, ils pourraient le voir. Est-ce que c'est volontaire? Parce qu'on voit qu'il déplace sa main quand même pour se protéger. C'est pas vraiment collé aussi. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. Donc, il faut aller voir, est-ce que c'est décollé, c'est pas décollé, et après, on a une idée exacte. Mais c'est ça aussi le football. Hein. Il y a des faits de jeu comme ça qui permettent à des équipes de se qualifier. Moi, je pense que c'est un fait de jeu qui a permis à cette équipe du Sénégal de se qualifier. Ça fait partie du football. Et où je suis encore d'accord avec Ballon en ce qui concerne la synchronisation. Il y a eu un match où c'était un arbitre camerounais qui était, il me semble, un match de la Côte d'Ivoire. Oui. Où à chaque occasion, on met checking VAR et le met. Il continue, on joue. C'est-à-dire, peut-être face à l'Ouganda. Ouais, on ne s'arrête pas. Pourtant, vous savez,
nous avons été habitués à voir l'arbitre se diriger ou soit marquer un temps d'arrêt, essayer d'écouter, voilà, surtout en Europe, essayer d'écouter d'abord ce qu'il va se dire avant de continuer le jeu. D'accord. Mais lui, pendant qu'on met checking va, le jeu se poursuit et bon. Il en fait qu'à sa tête. On s'en va. On s'en va. D'accord. En tout cas, les Malgaches ont la possibilité d'arracher la 3e place face au Niger. Eh bien, c'est une rencontre à suivre sur la 3 ce vendredi. Le coup d'envoi, 18h. La prise d'antenne pour parler bien sûr de ces deux équipes, c'est 18h. Donc, soyez tous au rendez-vous. Les chiffres du jour, c'est maintenant. Trois chiffres aujourd'hui comme la 3. Notre premier chiffre, 54. Comme le nombre total de buts inscrits au CHAN 2022 après les demi-finales en 27 matchs, soit une moyenne de 2 buts par match. Notre deuxième chiffre, 9. Comme le nombre de buts marqués par l'Algérie à ce jour au CHAN 2022, c'est l'actuelle meilleure attaque du tournoi devant Madagascar et le Sénégal qui comptent respectivement 8 et 9 buts. 0. La défense algérienne est toujours imperméable avec, au CHAN, en 5 matchs, elle n'a encaissé aucun but. C'est actuellement la meilleure défense de la compétition. Yellow, oui. Quel est le commentaire que vous pouvez faire sur ces chiffres-là? Déjà par rapport à l'Algérie qui a la meilleure défense et actuellement la meilleure attaque de ce championnat-là, je pense que c'est un très bon quota du côté de l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie a commencé timidement. On se demandait bien si l'Algérie allait pouvoir atteindre la finale parce que l'Algérie, sur les 3 matchs de poule, n'a marqué que 3 buts. Donc un but par match, c'était un ratio a priori très faible pour l'Algérie. Mais on a constaté qu'au fur et à mesure, l'Algérie est montée en régime. Après l'Algérie, je crois qu'on a le Sénégal qui a la meilleure défense, qui a encaissé qu'un seul but face au Mozambique. Et ce sont ces deux formations-là qui se retrouvent en finale. Je pense que les chiffres ne montent pas. Au fur et à mesure, on a constaté que ces équipes-là étaient prêtes pour arriver jusqu'en finale de cette compétition. D'accord. Donc, petite précision. Madagascar, 8 buts et Sénégal, 6 buts. Voilà. C'est mieux de régler. C'est ça. Allez, Bugriago, en termes de ratio, 54 buts inscrits. On avait d'autres chiffres avant, bien sûr, l'écart et bien sûr les demi. En 27 matchs cette fois-ci. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. 2 buts de moyenne, c'est pas mal parce qu'on avait commencé difficilement. Ouais. Comme l'a dit Yero, et puis après c'est monté surtout. On se disait que les matchs coupés allaient être plus fermés, mais ça a été plus ouvert, il y a eu plus de buts. Pour dire que ça appelle aussi à la fraîcheur physique, l'enchaînement des matchs. Donc pour moi, c'est un très, très, très bon ratio. Et puis surtout, le football, ceux qui ont osé au niveau offensif, ont été payés. Donc, il faut toujours oser dans le football. Quand vous osez, que vous avez cette animation offensive extraordinaire, vous gagnez toujours. Balo? Oui, je suis d'accord avec Bugriago. Certes, les attaques ont osé, mais il faut dire qu'il y a des défenses aussi qui ont failli, et notamment des gardiens. Lorsqu'on revoit la demi-finale Algérie-Niger, on a un but contre son camp de 4 Corées et une erreur du gardien Tandja. Donc, on voit à quel point ces 54 buts ne rendent pas compte aussi du fait qu'on a eu des attaques véritablement bien huilées, des attaques ultra efficaces. Balo, surtout, vous allez poursuivre, surtout que le Niger, avant bien sûr le match contre l'Algérie, n'avait pas encaissé de but. Voilà, n'avait pas encaissé de but. Et derrière, il y a eu l'hécatombe. Ils se sont complètement écroulés psychologiquement, surtout. Ils n'ont pas su sans doute encaisser le poids de l'enjeu. Donc, je revenais au fait que, véritablement, il y a des défenses aussi et des gardiens qui ont leur part de responsabilité dans le grand nombre de buts marqués. Car pour moi, à titre personnel, l'équipe véritablement qui m'a laissé véritablement de marbre, en tout cas, qui m'a véritablement séduit par rapport à l'abattage offensif, c'est Madagascar. Maintenant, après, ça reste discutable, mais ça reste une appréciation personnelle. Pour moi, l'équipe aboutit offensivement jusqu'au match face au Sénégal. Pour moi, c'était Madagascar. Et sur le début de vos propos, j'en veux pour preuve le but sénégalais face aux Malgaches. Oui, la sortie de Nina, manqué de Nina. Donc, et but derrière sur la tête, grâce à la tête de Diallo. Tout à fait. Donc il y a eu beaucoup de ratés
dans ce CHAN au niveau des défenses, au niveau des gardiens. Il y a eu aussi beaucoup d'occasions manquées. Ça, on oublie de le dire. Ça aurait pu être, on aurait pu aller au-delà des 54 buts. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est impliquée dans le ratio d'occasions manquées. Mais allez, on va corriger. On n'oublie pas Zungrana qui aurait pu permettre à la Côte d'Ivoire de passer. Mais bon, il rentre dans l'histoire. Je vais rebondir rapidement pour dire que c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle en football de bloc, mais surtout d'équilibre. Vous savez, une équipe, elle est belle offensivement. Il faut que défensivement, ce bloc se replace. C'est pour ça que j'aime cette équipe de l'Algérie. Il y a un équilibre extraordinaire, un bloc compact, une véritable série. Donc, on ne peut pas accepter de prendre des buts. C'est mental, c'est une culture. On peut marquer, comme Yolo a dit, ils ont commencé très petitement, un but, mais ils n'encaissaient pas, ce qui était important déjà pour la confiance, vous comprenez. Donc, quand vous êtes en confiance, c'est extraordinaire. Cette équipe algérienne a cet équilibre-là, a ce bloc compact-là. Et quand vous avez un bloc compact, forcément, vous allez très loin. Allez, Henri Jo, sur l'Algérie, meilleure attaque, meilleure défense, l'Algérie survole le tournoi. Bien sûr, parce qu'elle a bien préparé sa compétition. Au-delà même de jouer à domicile, c'est une équipe, comme Begré l'a dit, qui est très solide. Une bonne défense, un bon milieu de terrain, notamment avec Méziane, qui, pour moi, c'est vrai, peut-être Mayous marque beaucoup de buts, 3 buts, mais Méziane, quand même, c'est l'un des hommes forts. Oui, c'est le dynamiteur de cette équipe algérienne. Et je pense que tous les compartiments sont très bien. Et d'ailleurs, quand le portier il prend le rouge face à la Côte d'Ivoire, celui qui rentre, il est aussi bon. Oui, Charles. Parce que Charles, parce que si on se souvient très bien, on parle beaucoup du raté de Zungrana, mais sa sortie quand même a perturbé le milieu de terrain ivoirien. Donc je pense que c'est une équipe qui est très bien équilibrée et qui se dirige tout droit vers un trophée. Mais on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire en 2012 n'avait pas pris de but à la CAN, mais finalement on n'a pas remporté. Face à la Zambie. On n'a pas remporté. Donc... D'accord. On va revenir sur l'Algérie un peu plus tard dans cette émission, dans notre rubrique Le fait du jour, bien sûr. Donc restez avec nous. Begré Yago, on parlera bien sûr des forces et des faiblesses de cette équipe algérienne. Yelo, vous ne serez pas bien sûr en marge de cette partie de l'émission. Vous êtes bien sûr avec nous. Dans quelques instants, on va ouvrir le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99 pour notre question LGT, éléphants locaux maintenus à son poste jusqu'au CHAN 2024. Aïdara Soualiou peut-il faire mieux? Voilà, on va en parler tout simplement si vous souhaitez nous appeler. Je reprends pour vous le numéro de téléphone si vous venez de nous prendre en marche, plus 225 27 21 59 93 99 sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire. On va marquer une courte pause, on revient juste après. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc-Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais il fait ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Donc, ici, on tourne. On dit. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Sarah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas, waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer un contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai remis 1 million. Moi? Qui c'est? Qui c'est? Tu t'es jeté la petite. Voilà, te suicider.
ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Non, c'est des questions, monsieur. Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun a son style, mon vieux. Toi là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Il était une fois, sur la 3, voilà. Une belle, une très 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 belle. Eh, c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle, faut continuer. Et ces bêtes, bêtes saines, ont commencé à apporter de la joie. La Belle et les Bêtes. Émission de divertissement 100% bonne humeur. Nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et dans la bêtise, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et bienvenue dans l'antre de La Belle. Mon problème est un peu complexe. Ma maman m'écoute, mon papa m'écoute. Et moi, je ne peux plus de cette situation. Je suis vraiment dépassée. Réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. La Belle Eunice Dago vous donne rendez-vous désormais à 18h30, du lundi au vendredi, en direct sur la 3. Toi, va et annonce la bonne nouvelle vers toi. Allô? Voilà moi, voilà toi. Ce qui va nous arriver, ça n'a qu'à nous arriver. Mais... Être célibataire est considéré comme un handicap. Que feras-tu sans mensonge? Bisous, bisous. La 3, nous offrons 3 fois plus. Le sélectionneur Haïdara Assoalio est reconduit dans ses fonctions pour la prochaine édition du CHAN. Mais il doit faire mieux que la place de quart de finaliste obtenue en Algérie. Les enjeux pour le sélectionneur des éléphants locaux dans cet élément. Dans une interview accordée à la page Facebook de la Fédération ivoirienne de football, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a indiqué que le sélectionneur Haïdara Assoalio est reconduit dans ses fonctions pour le prochain CHAN prévu en 2024. Cette décision est l'expression non seulement d'une relative satisfaction pour la campagne algérienne, mais aussi d'une marque de confiance aux techniciens ivoiriens. Toutefois, celui-ci est appelé à faire mieux. La Côte d'Ivoire aspire à remporter ce trophée qui manque à son palmarès. Haïdara Assoalio a été nommé en juillet 2022. Son bilan statistique fait état de 11 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites pour 9 buts marqués et 12 encaissés. Le meilleur buteur est Karamoko Sankara avec 4 réalisations. En Algérie, les éléphants se sont arrêtés en quart de finale après une défaite au bout du temps additionnel face au pays organisateur. Le résultat peut être considéré comme honorable. Pendant la compétition, Haïdara Assoalio a utilisé 17 joueurs sur les 25 retenus. Certains se sont mis en lumière, d'autres n'ont pas justifié tous les espoirs placés en eux. Dans tous les cas, tous les observateurs s'accordent sur le réel potentiel du footballeur local ivoirien. C'est pourquoi les exigences sont revues à la hausse à l'endroit du sélectionneur des éléphants locaux. Le président de la FIF a souhaité une refonte totale de l'effectif. Il revient également aux dirigeants fédéraux de dégager les moyens appropriés pour un championnat national compétitif et une préparation adéquate de la sélection locale. Les éliminatoires débutent en juillet 2023. Le CHAN 2024, c'est maintenant. Préparez-vous tout simplement à nous joindre pour réagir à notre question LGT. Éléphants locaux maintenus à son poste jusqu'au CHAN 2024. Haïdara Assoalio peut-il faire mieux? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, que pensez-vous de la reconduction du sélectionneur Haïdara Assoalio dans ses fonctions? Yellow. Je
crois que ça change un peu de la routine qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire quand les sélectionneurs n'arrivent pas à arriver en finale ou à remporter un titre, on les limoge directement. Mais donc, là, échec, éviction. Voilà. Et là, on voit qu'on le reconduit, malgré le fait qu'on soit éliminé en quart de finale. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour Haïdara Soualiou et ça change de la routine. Beaucoup d'observateurs voulaient, ils souhaitaient que ça se fasse comme ça. Finalement, ça s'est fait. Oui, je pense qu'il a l'expérience, il a le vécu pour conduire cette équipe nationale à un certain niveau. Mais maintenant, il y a la réalité, il faut se qualifier. Nous ne sommes pas encore qualifiés. Hein. Il faut se qualifier et puis après, il faut aller encore au CHAN. Donc pour moi, c'est beaucoup de choses. Mais je pense qu'il a les hommes, les arguments. Et puis à lui maintenant de prouver qu'il peut passer ce cap-là aussi. Vous savez, c'est ça aussi l'entraîneur. Aller gagner un trophée continental. Il a cette expérience-là. À lui maintenant de travailler, d'avoir une bonne team autour de lui. Parce que c'est ça aussi un grand entraîneur. Seul, on ne peut pas tout faire. Quand tu as une bonne team autour de toi, où il y a une analyse vidéo, il y a un préparateur physique, il y a comment on appelle, un entraîneur gardien, vraiment une bonne team, tu peux progresser rapidement et avoir les hommes et les joueurs pour aller gagner. Donc je pense qu'Haïdara, c'est un défi que le président lui a laissé, c'est une chance extraordinaire qu'il a encore pour cette équipe de la nation et Côte d'Ivoire à un certain niveau. C'est un défi à lui de relever. Balo, pour la 8e édition du CHAN, c'est vrai qu'on n'est pas encore qualifié, mais là, Soualiou Haïdara a la possibilité de vraiment commencer par la base. Mais je pense que c'est une reconduction logique. Pour moi, le contraire n'aurait pas été une bonne décision, parce que lorsqu'on revient sur le contexte dans lequel Haïdara Soualiou a été nommé, il faut dire qu'il prend cette équipe-là, on peut le dire, à la volée, parce qu'il y a eu la nomination de Jean-Luc Gasset, des Mers Faya à la tête des U23, où il était sans doute attendu. Et finalement, il vient suppléer Maxime Guamene, je pense, le 12 juillet 2022. Et il a seulement un mois de préparation, parce qu'il prend les rênes le 12 juillet 2022, mais le 26 et le 28 août 2022, on a la phase de qualification face aux étalons A' du Burkina Faso. Donc, il a eu seulement un mois pratiquement de préparation et il a dû composer un groupe tout en sachant que les joueurs locaux étaient en vacances depuis le 30 juin 2022. Donc je pense que pour moi, il a abattu un travail herculien, prendre les rênes d'une équipe à la volée, la préparer sur un mois, la qualifier à la 7e édition du CHAN et en plus contre toute attente, contre toute polémique, parce que cette équipe a été très critiquée, il faut le rappeler. C'est une équipe dont on ne vendait pas cher la peau. Certains observateurs annonçaient une élimination même au premier tour. Et elle a pu se qualifier malgré ses failles, malgré ses errements en quart de finale de ce CHAN. Donc je pense que ça aurait été de la folie de le limoger parce que ça ne répondait à aucune logique pour moi. Folie. Bon, c'est votre notre folie gardien de but. Allez, on va faire un tour du côté de Yamoussoukro pour retrouver M. Kouadio Élisée qu'on a perdu malheureusement. Allez, M. Kouadio Élisée, vous pouvez toujours nous appeler tout simplement. Donc rappelez-nous, plus 225 27 21 59 93 99 pour participer à cette émission. Et ce soir, notre question qu'on vous pose, éléphants locaux maintenus à son poste jusqu'au championnat d'Afrique des Nations 2024. Haïdara Soualiou peut-il faire mieux? Henri Joël-Bois, Soualiou Haïdara est toujours en poste. C'est l'une des meilleures décisions que prend le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football depuis son arrivée. C'est-à-dire sa nomination. Oui, sa nomination a été très bien accueillie, mais le reconduit après cette compétition, je pense que c'est l'une des meilleures décisions, peut-être même la meilleure décision que prend ce COMES depuis son arrivée. Vous savez, Haïdara Soualiou a toujours eu des difficultés, surtout au plan national, quand il a occupé ses postes de sélectionneur, il a toujours eu des difficultés avec ses équipes. Quand il prend l'équipe des U23, après la compétition, on part pour les JO, il n'a pas de grands moyens pour se préparer. Parce qu'en ce moment, c'était le comité de normalisation, il ne s'est même pas préparé même. Et on a vu un peu le parcours de notre équipe. Donc on s'est posé la question, s'il y avait eu une bonne préparation, qu'aurait été notre place à cette compétition olympique. Ensuite, il prend cette équipe du CHAN dans la précipitation, il faut le dire comme ça. Il arrive à trouver un groupe et malgré les difficultés, parce que quand je parle de difficultés, vous savez, l'équipe du CHAN, moi je pense que c'est c'est le boulot le plus difficile dans toutes les sélections. Vous avez une équipe qui peut se décimer du jour au lendemain en fonction des transferts qui s'effectuent. Par contre, l'équipe A, peu importe où le joueur se trouve, on peut l'appeler. Vous allez poursuivre Henri Joël-Bois. On va prendre l'avis de M. Koudou Serafa pour ne pas le perdre. Monsieur Koudou Serafa, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur la 3. Vous nous appelez Dabobo? Oui, appelé Dabobo, effectivement. D'accord. Alors, comment vous réagissez face à notre question LGT de ce soir? Bon, écoutez, Choalio demandait, Choalio Aïdara, c'est sa maison, hein. C'est sa maison. Nous, ce que nous sommes dit et nous, ce que nous disons, notre voix ne portera pas. Pourquoi? C'est ce qu'on nous dira. Parce que, bon, je crois que c'est du copinage, hein, sa nomination. Allez, moi, c'est ce que je constate. Du copinage, vous pensez? Oui, si, je le pense. La preuve en est que lui, il est entraîneur des éléphants A, sa femme est l'entraîneur des femmes. Non. Donc, c'est un cercle fermé. Donc, quel que soit ce qu'on dira, Aïdara ne changera pas. Bon, moi, par exemple, j'ai mon petit, je vais le voir aussi. Je vais l'approcher pour qu'il le prenne dans son équipe. Et puis allez, c'est pas... Je vous ai écouté, hein, monsieur Koudou Séraphin. C'est vrai que vous ne répondez pas à notre question LGT. C'est dommage, on aurait aimé avoir votre avis hein, sur la question LGT, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur Koudou Séraphin. Merci, au revoir. Voilà. Oui, Henri Joël, poursuivez. Comme je le disais, c'est un poste très très difficile parce que l'équipe peut se décimer du jour au lendemain et vous êtes obligé de toujours recommencer en éternel recommencement avec ce boulot de sélectionneur de l'équipe après. Malgré cela, il fait un bon résultat. Quand Balo parlait de personnes qui ne croyaient pas en cette équipe. Bon, j'en faisais partie. Au début, je l'avais dit ici. Je disais que c'était un miracle. Ça serait un miracle si on réussit à sortir de la phase de poule. Mais il l'a fait parce que c'est un bon coach. C'est un bon coach. Il a réussi à sortir des poules, de la phase de poule. Il a mis en difficulté l'équipe algérienne. Aujourd'hui, si vous posez la question à cette équipe de l'Algérie qui va jouer la finale, quel a été le match son match le plus difficile, ils vous diront clairement que le match face à la Côte d'Ivoire... Majid l'a dit clairement. Voilà, le match face à la Côte d'Ivoire a été le match le plus difficile de l'Algérie parce que même dans les dernières minutes, on a la possibilité de se qualifier. Malheureusement, bon, il y a cette action vendangée par Zoungrana. Donc derrière, il a fait du bon boulot. Donc c'était normal. Et c'est normal qu'il soit... reconduit à son poste afin qu'il puisse continuer parce que avec lui, je sais qu'on pourra dans quelques années avoir des trophées dans cette compétition. D'accord. Oui, et en plus, il faut dire que j'ai parlé du contexte de sa nomination, mais aussi le contenu de sa compétition. Il faut dire que c'est sur ces changements que l'équipe de Côte d'Ivoire se bonifie. Lorsqu'on commence le premier match, qui est assez moyen face au Sénégal, il opère des changements payants pour le second match face au Congo, c'est-à-dire Wotro Patrick, qui n'avait pas commencé le premier match, qui était entré en cours de jeu, qui avait fait ses preuves, est titularisé lors du second match. Et finalement, on a de l'allant offensif, on se procure plusieurs occasions que malheureusement, on ne transforme pas. Sur le troisième match face à l'Ouganda, Sankara Karamoko n'est pas titulaire, c'est Silla qui est aligné. Sur le troisième match, il fait encore un choix payant, c'est Sankara Karamoko qui est titulaire et qui fait toute la décision. Comme quoi, il a de la qualité. Voilà, donc lorsqu'on regarde le contenu et le contexte de sa nomination et tout ce qui a été fait, je pense qu'il n'y a pas matière à dire qu'il doit être limogé. D'accord. Monsieur Zico, vous nous appelez de Vridi. Bonsoir, monsieur Zico. Ah, on l'a encore une fois perdu. Le sujet, maintenu à son poste jusqu'au championnat d'Afrique des Nations 2024, Aïdara Choalio peut-il faire mieux tout simplement aujourd'hui? On a un peu de mal hein, avec la ligne, mais ne vous découragez pas. Appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. Mais déjà, il y a des réactions sur la page Facebook de la 3. Manon Franck, Aristide Natia. Bonsoir la team. Je vous écoute. Hein, la sous-préfecture de Maféré, département d'Abouasso. Pour moi, le sélectionneur pourra mieux faire si et seulement si on le laisse travailler et qu'on ne lui impose pas hein, de joueurs d'une équipe car c'est quelqu'un qui connaît l'Afrique ainsi que le championnat national. Bonne chance à lui et surtout bonne émission à vous. Voilà. Monsieur Soumaoro. Bonsoir Monsieur Soumaoro. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Yopougon. Oui. Merci d'être là. Merci. Salut tout le monde sur le plateau. Degré. Bonsoir Monsieur Soumaoro. Allez, en tout cas, Begré Yago, hein, parce que le deuxième nom qui allait sortir après Begré, là, ça fait un peu peur. Allez, juste pour rire. Oui, c'est à vous de jouer. Oui, bon, le coach Aïdara, c'est un très bon coach, voilà. Mais dans tout métier, on arrive à faire des erreurs, voilà. Et il faut corriger les erreurs pour aller de l'avant. Donc, il peut faire mieux.
Ouais, il peut faire mieux, mais il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, en fait. Voilà. Donc, il a eu à faire des erreurs, même il y avait un gars qui disait comme ça au Brésil, JO, là. Voilà, il a eu à faire des erreurs, mais il ne sait pas s'il n'a pas vu ces Bon, erreurs. de quelle erreur vous parlez, monsieur? Ouais, pour moi, je voulais parler de quand il joue une équipe qui joue à 10, il faut faire une lecture de match rapidement pour faire un changement, pour faire jouer les attaquants rapidement. Voilà, ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il faut aller au vite. Voilà. Il ne faut pas défendre. Les gars jouent à 10, il ne faut pas chercher à défendre, il faut chercher à aller de l'avant pour marquer vite. Voilà, pour venir te repositionner. Voilà, moi, c'est une prochaine CHAN. Voilà, s'il a des occasions comme ça qu'il fait là, il va subir encore la même chose. Voilà, il ne faut pas faire ce genre d'erreur encore. Côté Darassoua, Salifou, ce n'est pas un défenseur. Il n'a qu'à soutenir Ato. D'accord, donc pour vous, c'est quelques précautions que vous souhaitez que M. Soalio Aïdara prenne pour mieux faire. D'accord. Avec le Tadema remplaçant, il cadre un peu trop là. C'est ça aussi qui est... D'accord, pour vous, c'est un problème. Merci beaucoup, M. Soumaoro. Excellente soirée à vous. Voilà. Sur la page Facebook de la 3, je reste comménant. Bonsoir à la grande team. Pour moi, Soalio Aïdara doit rester. Ce n'est pas lui le problème, c'est notre championnat qui n'est pas développé. Bon, c'est votre avis, hein, mais sachez qu'il a été reconduit tout simplement. Donc, M. Soalio Aïdara est bel et bien à son poste. Il reste à son poste jusqu'à la prochaine édition du CHAN. Bon, après, il faut se qualifier aussi, hein, messieurs. Allez, Begriago, que doit faire Aïdara Soalio pour faire mieux au prochain CHAN? C'est vrai que M. Soumaoro, à son humble avis, donnait quelques pistes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas aussi mal ce qu'il a dit. C'est aussi amener M. Aïdara Soalio à progresser. C'est pas fait partie du football. C'est ça aussi un entraîneur. Chaque match a sa réalité. Chaque compétition vous donne de l'expérience. Il a gagné en expérience. Et c'est des erreurs qu'il va peut-être refaire. C'est ça aussi le football. Parce que quand vous voyez certains matchs, c'est vrai, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, ce qui fait partie du métier de l'entraîneur. Mais comme je dis, il a le vécu, il a l'expérience, il connaît le football ivoirien, il connaît ses jeux. Il faut lui donner aussi les moyens de se préparer à temps. Quand vous voyez que M. Maguid Bouguera a pris 15 mois pour se préparer, mon frère, en football, c'est vrai que il y a une grosse incertitude du football, mais souvent c'est aussi scientifique. Quand vous préparez aussi longtemps, vous pouvez aussi gagner. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donner le moyen, il faut donner le temps de bien se préparer. C'est vraiment important aussi pour un entraîneur. D'accord. Monsieur Ouattara nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Oui, bonsoir, Monsieur Jibé. Merci de rejoindre la team. Plaisir partagé. Mais bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Allez, Monsieur Ouattara. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, je ne suis même pas surpris. Parce que quand on regarde, aujourd'hui, on ne doit même pas accuser l'encadrement technique. Moi, je dis que tout le monde doit se mettre en question. Moi, en tant que formateur, déjà, je dois commencer par moi. Est-ce qu'en tant que formateur, nous les formateurs ici, est-ce qu'on fait notre travail? Est-ce que la fédération fait son travail? Parce que quand on regarde, quand on parle d'un formateur, je crois que quand on parle de football de demain, ça doit passer par nous. Donc chacun doit se mettre au travail, chacun doit se mettre en question. Pourquoi on a échoué? Donc aujourd'hui, quand on regarde le temps qu'ils ont pris pour nommer Soalio Aïdara, on a vu une semaine avant le jeu contre l'équipe de Burkina ici à Yamoussoukro, j'étais même au terrain. J'avais un peu peur pour cette équipe-là, parce qu'en termes de, sur le plan physique, en termes de tactique, sur le plan connexion, il y avait un véritable problème. Dieu merci, on allait se qualifier du côté du Maroc. Après, on va du côté de l'Algérie. Moi, j'ai vu une belle équipe. C'est vrai que quand on regarde, il a pris les 3 matchs de poule pour pouvoir chercher son équipe type. Parce que quand on regarde, on commence contre l'équipe du Sénégal. Bon, c'était pas trop ça. Congo, on s'est retrouvé un peu. Mais quand on regarde contre l'équipe de l'Ouganda, on a vu une belle équipe. Mais après, est-ce que quand on regarde, l'équipe algérienne, elle était bien préparée sur tous les plans, que ce soit sur le plan tactique, technique? Cette équipe de Côte d'Ivoire là, pour moi, c'est ce qu'on a fait, on ne pouvait pas trop faire ce qu'on a fait. Excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Donc tout le monde doit se mettre en question. Mais on regarde tout ça. Si on revient à notre question LGT, vous êtes plutôt optimiste, c'est ça? Monsieur Soalio Aïdara peut faire mieux. Il peut faire mieux, si tout le monde se met au travail. Ok, d'accord. À commencer par la fédération, il faut vite donner les moyens sélectionnés pour pouvoir préparer son équipe. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Merci beaucoup. Yellow, je vais vers vous. Le président de la FIF, M. Yacine Idriss Diallo, a souhaité une refonte totale de l'effectif. Est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, je crois que c'est lui qui rejoint maintenant le bateau. Parce que avant le début de cette compétition, on avait proposé que
que Soalio Haïdara puisse faire un mix entre les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 parce qu'il y avait des talents à découvrir ou à redécouvrir lors de ce CHAN-là. D'aucuns avaient accusé de théories complotistes contre la fédération, mais là, on revient à la réalité. La Ligue 1 ne produit pas forcément les meilleurs joueurs au CHAN. Il y a encore des talents à découvrir en Ligue 2. Donc, félicitations au président de la fédération qui nous rejoint maintenant. D'accord. Ballot, Henri Jo, sur ça. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Vous savez, lors d'une interview au début de cette compétition, il avait laissé entendre que nous avons... Haïdara Soalio était parti avec les meilleurs joueurs du championnat ivoirien. Donc aujourd'hui, quand il nous parle de refonte, je ne sais pas, il veut faire allusion à quoi? C'est-à-dire, il se dédie. Hein. Finalement, il n'était pas parti avec les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, voilà, il se dédie quelque part. Et il est en train de nous dire que peut-être d'autres meilleurs joueurs sont restés ici, ou peut-être on n'a pas véritablement vu, ou peut-être le sélectionneur n'a pas véritablement vu tous les matchs au niveau de la Côte d'Ivoire pour prendre les meilleurs pour partir à cette compétition. Mais moi, je pense que déjà, si on se rend compte qu'il y a une refonte à faire au niveau de l'effectif, je pense que c'est déjà un bon pas. C'est un bon pas. Il ne faudrait pas seulement se limiter au niveau de la Ligue 1 pour faire la sélection au niveau de cette équipe à prime. Il faut aller en Ligue 2, il faut aller en D3 parce qu'il y a de très très bons joueurs dans ces différentes divisions. Et je pense qu'avec cela, ça peut permettre à notre équipe quand même, non seulement d'avoir une bonne... ossature. Une bonne ossature, mais de la compétition même au sein de l'effectif. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des places assurées immédiatement. Parce que les places se vendent cher. Voilà, parce qu'on joue dans un club ou dans tel autre club. Voilà, il faudrait que ça soit, la chance soit donnée à tout le monde de faire ses preuves avec le maillot orange. Allez, monsieur Ilbouldo Aboulaye nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, monsieur Ilbouldo. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur la 3. Bien sûr, merci à vous de l'opportunité de participer. D'accord. Alors, maintenu à son poste jusqu'au championnat d'Afrique des Nations 2024, Haïdara Soalio peut-il faire mieux, monsieur Ilbouldo, selon vous? Moi, je trouve que c'est un très bon choix. OK. Puisque avec Haïdara, je sais que s'il continue, notre équipe va monter en puissance. Parce que en voyant les joueurs qu'il a fait et ce qu'il va corriger ces joueurs avec les années à venir, il fallait le laisser un bout de temps encore pour qu'il puisse aller avec ces enfants-là. Qu'il puisse bien aller avec ces enfants-là. D'accord. Et je salue tous vos conséquences sur le plateau. Bonsoir. Allez, excellente soirée à vous, monsieur Ilbouldo Aboulaye. Bonsoir à vous. Voilà. Allez, Ballot va réagir dans quelques secondes seulement. Après, on vous proposera bien sûr la réaction du capitaine des éléphants locaux, Essis Bodler, qui s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Dorj Laskofi et Vassiriki Bakayoko. Voilà. Ballot, oui. Allez-y, oui, sur l'idée de la refonte. C'est une très très bonne idée. Parce que l'idée de base du CHAN, c'est de valoriser le championnat local. Alors que les championnats locaux de Côte d'Ivoire ne se résument pas à la Ligue 1. D'autant plus que la Ligue 2 est tout aussi compétitive, voire d'autres divisions inférieures. Et là où on doit le rejoindre, c'est que même quand l'équipe se base sur la Ligue 1, on a 11 joueurs de la SEC Mimosa. Je pense que là, ça va faire parler beaucoup d'observateurs du football ivoirien. C'est vrai qu'incontestablement, la SEC Mimosa est le meilleur club en termes d'organisation, en termes de palmarès du championnat de Côte d'Ivoire, mais une sélection nationale doit être représentative du football en général. Et cette sélection n'était pas du tout représentative. Et là, je suis d'accord de savoir que le président a eu de bonnes idées, est revenu, on va le dire, dans le bon canevas. D'accord. Allez, le capitaine des éléphants locaux, Essis Bodler, s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Dorj Laskofi et Vassiriki Bakayoko. Oui, avant, bien sûr, l'arrivée des éléphants locaux à Abidjan. Ils sont arrivés lundi dernier, très tôt le matin. Voilà. Nos envoyés spéciaux sont toujours là-bas. Oui, ils sont toujours en Algérie. Voici la vidéo. Essis Bodler, milieu de terrain, capitaine de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut dire que la convocation ne m'a pas vraiment surpris. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est la conversation, le contact avec l'entraîneur.
parce que voilà, c'était un entraîneur avec qui j'avais jamais bossé. Donc du coup, il me fait appel sans vraiment me connaître. Ça m'a plutôt fait plaisir. C'était pour moi un challenge. Et puis c'était une manière pour moi de lui rendre honneur. Voilà, parce que ce n'était pas donné à tout entraîneur de sélectionner quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais je pense qu'il a eu le temps de visualiser mes vidéos, me connaître, de voir mes matchs. Il faut dire que j'avais à cœur de relever un défi personnel pour l'entraîneur. Un bilan, je dirais, plus ou moins positif. Voilà, vu qu'on avait des objectifs, on a atteint, je dirais, le premier objectif qui était de passer encore ce premier tour pour être en quart de finale. Voilà, donc il est plus ou moins positif, je dirais. On a compris, on a vu qu'il faut beaucoup travailler pour se mettre au niveau des compétitions de ces gens-là. On pense qu'on va travailler encore, redoubler beaucoup d'efforts, mentalement surtout, pour pouvoir vraiment, dans les échéances à venir, s'il plaît à Dieu, revenir encore plus fort. Je l'ai vécu avec beaucoup d'ambition, voilà, parce que moi, ça fait maintenant le 3e CHAN que je joue. Donc pour moi, j'ai vécu ce CHAN, j'avais à cœur de faire mieux que les 2 CHAN que j'avais joués. Donc jusqu'à présent, je l'ai vécu avec une petite déception, parce que voilà, mon objectif personnel n'est pas atteint. Mais après, c'est le football, donc voilà. Le niveau par rapport aux années précédentes n'était pas aussi coriace, parce qu'il y avait de la place. Voilà, il y avait de la place. Je ne dirais pas que les équipes n'étaient pas au niveau, mais il y avait de la place pour se qualifier. Ce n'était pas aussi dur, mais bon. Il y a des compétitions comme ça où tu penses que voilà, il y a de la place pour sortir, puis après, il y a des équipes qui s'y prennent. Sinon, je pense que le niveau était vraiment abordable pour nous pour pouvoir arriver loin. Ouais, la suite, c'est comme tout athlète. Hein. Déjà, se prépare pour les échéances à venir, c'est-à-dire la Coupe CAF avec la SEC Mimosa. Voilà, ça va cartonner encore fort du côté du championnat ivoirien, de la Coupe CAF. Il y a plusieurs compétitions à jouer, surtout en Côte d'Ivoire avec la Coupe nationale, le Carré d'As. Ça va encore envoyer beaucoup. Donc voilà, déjà, je me suis donné vraiment beaucoup de force pour pouvoir oublier déjà cette élimination et puis repartir des plus belles pour pouvoir continuer la suite de cette saison. C'était AK6 Baudelaire, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. AK6 Baudelaire, capitaine des éléphants à Prime. Il répondait bien sûr aux questions de nos envoyés spéciaux Dorjes Kofi et Vassiriki Bakayoko. Allez, quelques Ivoiriens rencontrés dans les rues d'Abidjan se prononcent sur le travail du sélectionneur Aïdara Sualio. On les écoute. Pour moi, Aïdara, l'entraîneur local qui a été sélectionné pour 2024, chez moi, pourra faire mieux que ça. Puisqu'il a bien fait son travail. Voilà pourquoi il a été retenu encore pour pouvoir terminer ce qu'il a commencé. Donc là, si vous voyez les Ivoiriens, c'est nous, on doit donner la confiance pour qu'ils puissent faire mieux. Parce que le foot qui est là, il y a ses failles. Donc si vous voyez que quelqu'un a été resélectionné encore, sachez que ce monsieur, c'est parce qu'il connaît son travail, c'est parce qu'il a des capacités à avancer notre équipe plus loin et faire mieux que ce qu'on pensait. L'entraîneur peut faire mieux parce que déjà, dans cette CHAN, il a pourvu, c'est seulement juste que c'est le manque d'arbitrage qui a fait juste notre perte, c'est tout. Sinon, le collectif est là, il a mis le jeu, tout y est pour que nous puissions remporter la CHAN 2024. Pour moi, l'entraîneur, c'est-à-dire, moi, il ne compte pas chez moi, mais c'est-à-dire, il faut qu'on le change. Parce qu'à cause de son comportement, sa manière d'entraîner, moi, je n'ai pas suivi les matchs de la CAN. Voilà. Il a suivi 2 matchs. Et puis ça m'a fait mal que notre équipe nationale n'a pas pu arriver au bout. Voilà. Sinon ils sont arrivés au loin. Mais moi, je voulais qu'ils arrivaient au moins en demi-finale ou bien en finale et puis ils prenaient la coupe. Pour moi, je pense que l'entraîneur Aïdara peut faire mieux. Parce que quand on voit un peu la compétence des jeunes joueurs, voilà, Zougana qui a vraiment montré son talent, voilà, on croit que vraiment en 2024, ils seront à hauteur de ce CHAN. Parce que pas mal de la prestation des éléphants a été vraiment remarquable. Voilà, bien vrai qu'on a été vraiment surpris par le but algérien.
Mais on espère en 2024 qu'ils feront plus mieux que ça. Je pense que le coach Aïdara peut faire mieux. Vu que, bon, au vu du premier match et le deuxième match, le troisième match, on a vu l'amélioration des fonds de jeu. Le premier match, bon, c'était bon un peu sur le plan défensif, mais l'action, c'était pas bon. Le deuxième match, ça a été mieux. Le troisième match, et au fur et à mesure, face à l'Algérie, bon, on se disait que l'Algérie allait manger le match. Et bon, grâce au bon tactique du coach, on a vu que non, le club peut faire mieux au fur et à mesure. Bon, vu que bon, ça n'a pas été facile pour les joueurs, vu qu'ils étaient fatigués, les choses n'étaient pas faciles, mais il a fait du mieux qu'il pouvait avec les moyens qui étaient disponibles. Pendant le tournoi du CHAN, vraiment, les joueurs qui m'ont vraiment séduit, il y a le gardien Folie, il a fait vraiment des parades extraordinaires. Et aussi le joueur Camara, le numéro 20, vraiment, j'étais épaté par son jeu. Lui, il mérite vraiment de jouer en situation A de l'équipe du football ici en Côte d'Ivoire. Allez, voilà, vous suivez votre émission La Grande Team. Notre question LGT pour ce soir, éléphant locaux maintenu à son poste jusqu'au championnat d'Afrique des Nations 2024. Aïdara Soualiou peut-il faire mieux? Sur la page Facebook de la 3, une réaction. Bien sûr, je pense qu'il peut faire mieux. C'est un très bon coach. La prochaine édition du CHAN, c'est sûr qu'on sera champion d'Afrique. Alors, Begré Yago, qu'est-ce que la fédération doit faire de son côté pour faciliter la tâche à Soualiou Aïdara? On se lui donner les moyens, mais c'est surtout à Aïdara de faire un programme efficient qu'il doit proposer à la fédération. Et ce programme doit être suivi et appliqué par la fédération. Quand vous prenez l'exemple qui est extraordinaire, qui amène l'Algérie en finale, c'est 15 mois de préparation. Ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 15 semaines, vous comprenez? Et c'est 15 matchs amicaux. Donc ça forge une famille, ça forge un groupe, surtout ça crée un esprit. Donc pour moi, je pense que c'est vrai, il y a la longueur, mais il y a l'efficacité de cette préparation, de ce programme qui est appliqué par la fédération et l'entraîneur. Je pense que si on trouve les moyens, on trouve ce qu'il faut pour que les équipes se préparent de manière efficiente, je pense que la Côte d'Ivoire et Aïdara peuvent aller chercher à gagner un trophée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a cette manière de préparer les équipes en 2 mois, en 2 semaines, en 3 semaines. Le football moderne, c'est vrai, sur des coups, on peut gagner, mais sur le long terme, on ne gagne jamais. Et l'Algérie en est l'exemple parfait. 15 mois de préparation, 15 matchs amicaux et une finale de CHAN. Allez, c'est dit. Ibrahim Kamagati sur la page Facebook. Bien sûr qu'on lui accorde plus de mois de préparation. Voilà, c'est sa solution. En note, l'Algérie est en finale de son CHAN. Bien sûr, elle n'est plus qu'à un pas du sacre. Quels sont les fondements du succès de cette équipe? On en parle dans notre rubrique Le fait du jour. Et bien sûr, pour parler du succès de ce parcours-là qui est plus que reluisant pour l'Algérie, Begré Yago, sur votre dernière intervention, oui, vous parlez de préparation. Alors, derrière, Henri Jo, cette équipe-là, est-ce que vous la voyez venir au tout début? Pas vraiment, mais vous savez, quand même, il y avait des signes qui annonçait quand même une bonne compétition au niveau de l'Algérie. Pourquoi? L'Algérie n'a pas pu participer au mondial récemment, éliminée par le Cameroun à domicile. Ensuite, l'Algérie veut accueillir la prochaine édition de la CAN. Donc, au niveau organisationnel, il devait répondre présent pour cette compétition. Et surtout, au niveau sportif, c'était aussi l'occasion pour l'Algérie de revenir un peu sur le toit de l'Afrique, voilà, pour s'affirmer et surtout avoir plusieurs arguments à sa disposition pour plaider, en quelque sorte, pour faciliter sa candidature pour l'organisation de la CAN en 2025. Donc voilà quand même quelques éléments pour moi qui ont poussé ces Algériens-là à miser gros sur cette compétition. Donc, c'est là que je rejoins Begré quand il parle de 15 mois de préparation. Et là, je suis entièrement d'accord parce que derrière, ils avaient cette vision-là. Non seulement de bien figurer sportivement et organisationnellement aussi pour un prélude à la candidature de 2025. Donc aujourd'hui, ils ont préparé une équipe solide. Pour aller à la conquête de l'Afrique et le résultat, il est là. D'accord. Balo? Oui, ben moi, j'aimerais ajouter un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est que lorsqu'on regarde les équipes de football moderne, lorsqu'on regarde même l'Algérie, mais lorsqu'on
on part vers des clubs européens. On en parlait déjà. Il y a le club d'Arsenal qui a au moins une armée d'analystes vidéo. Ça, on ne l'intègre pas dans notre football. Je pense que ça fait partie du football moderne. Ça, c'est un outil, par exemple, qui peut appuyer quelqu'un comme Aïdara Choualiou. Ouais. C'est-à-dire avoir la possibilité de s'appuyer sur un analyste vidéo qui va lui faire un compte-rendu du fonctionnement tactique des adversaires, de comment est-ce que ça évolue, même lui faire un point sur des séances de tir au but. Je me souviens de Christophe Lolichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea, qui a dit que lors de la finale Chelsea-Bayern en 2012, il y a eu un travail d'analyste vidéo qui leur ont permis de remonter les tirs au but du Bayern Munich sur 3 ans, 4 ans en arrière. Donc je pense que ça, c'est un outil qui peut permettre à nos coachs, à nos sélections de pouvoir évoluer, de pouvoir monter en compétence. Donc il faudrait que la fédération voie dans quelle mesure on peut avoir une pléthore d'analystes vidéo pour pouvoir faire progresser. D'accord. En tout cas, Thibaut Courtois a son analyste vidéo personnel. Personnel. Yellow? Pour chérir les propos de Balou et de tous ceux qui sont sur le plateau, je crois que la force aussi de cette équipe algérienne, c'est son championnat. Parce qu'on parle de 15 matchs joués sur une longue période. Je ne pense pas qu'il y a eu plusieurs départs depuis les matchs de préparation. Cette équipe-là se connaît depuis très longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas de notre équipe ivoirienne qui, mis à part les joueurs de la SEC Mimosa, où il y a eu aussi des départs, l'Algérie n'a pas forcément connu ces départs-là. Donc, le championnat est fort, mais les joueurs jouent au niveau local et ils sont restés jusqu'à ce que cette compétition puisse débuter. D'accord. Et il faut savoir que l'Algérie va organiser donc la prochaine édition de la CAN U17. Voilà, ça aura lieu du 8 au 30 avril 2023. Voilà, comme quoi on se prépare, Henri Jo, on se prépare. Bien sûr, ils sont sur tout le front. Begré, quel regard portez-vous sur le coaching de Majid Bourgara? Pour moi, c'est un entraîneur intelligent. Il est intelligent, il est vicieux, il sent les choses. Mais quand vous regardez même son schéma tactique, ce 3-4-2-1, c'est un schéma qui est hyper intelligent. Sortir le ballon à 3 rapidement, ils le font de manière facile parce qu'il y a toujours un appui, un soutien. C'est-à-dire qu'on joue dans une équipe à 3, donc c'est vraiment important. Mais surtout, ce qui m'a marqué dans cette équipe, c'est son jeu de couloir. C'est le meilleur jeu de couloir de toute l'Afrique. Quand vous voyez Belkiter, quand vous voyez Méziane à droite, non, c'est un vrai football où il y a la mobilité, où ça prend de la profondeur. Le deuxième but face au Nigérian, l'illustration parfaite. Appel contre appel, profondeur, synchronisation entre la passe et l'appel de choses, comme on l'appelle, de Ayman et Mayous. Je pense que c'est une vraie équipe, un vrai collectif qui fait briller des individualités extraordinaires comme Mayous, comme Méziane. Pour moi, je pense que c'est une très, très belle machine coachée par un entraîneur intelligent, vicieux et extraordinaire. Et Mayous, qui pour le moment est le meilleur buteur de cette 7e édition du CHAN avec 5 réalisations. Alors, Ballo, Mayous, est-ce que ce n'est pas le monsieur en plus de cette équipe algérienne? Oui, effectivement, dans la mesure où il est efficace devant les buts et surtout il a une qualité de déplacement qui est assez appréciable, je pense. Surtout, Beuriago parlait tout à l'heure de son appel en profondeur sur le but du Niger, mais au-delà de tout ceci, il y a une présence aussi sur les coups de pied arrêtés. Il a un bon timing, il a un bon jeu de tête qui lui permettent souvent de transformer des buts de la tête. Donc je pense que c'est quelqu'un d'assez complet, en plus capable d'avoir les nerfs de pouvoir transformer des tirs au but décisifs. Je pense que là aussi, pour un buteur, c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, il apporte une valeur ajoutée à ce groupe-là, mais au-delà, je pense que c'est plus un ensemble. C'est un collectif. Oui, c'est un collectif, hein, l'équipe d'Algérie. On parle de Mayous, mais on peut parler de Belkiter, on peut parler d'Abdelawi également, on parle de Méziane, on peut parler de Draoui. Draoui aussi, qui est le passeur décisif sur la passe en profondeur pour Mayous. Donc, effectivement, c'est une belle équipe. Piqûre de rappel, féru de sport, les derniers matchs du CHAN 2022 ont lieu donc ce week-end. On vous propose encore une fois le programme. Le vendredi 3 février 2023, la petite finale opposera donc les Nigériens aux Malgaches. 19h, coup d'envoi de ce match-là, prise d'antenne 18h pour vraiment planter le décor. Et puis le samedi 4 février 2023, l'apothéose. À partir de 19h30, Algérie, Sénégal, on prendra l'antenne à 18h30. Voilà, ces affiches-là, Henri Jo, Niger, Madagascar, des Malgaches un peu frustrés par l'arbitrage, les Nigériens tétanisés un tout petit peu par l'enjeu. Ça peut ressembler à quoi, selon vous, cette affiche-là? Une domination des Malgaches. Des Malgaches? D'accord. On espère que ce ne sera pas jouer des marchés en cause du côté du Niger, parce que je n'ai pas trouvé.
Moi, c'est vrai, donc j'espère qu'ils ont été marqués psychologiquement. Est-ce qu'ils vont réellement se remettre? C'est la grande question, mais ça peut être intéressant. Est-ce que le coach n'a pas quelque chose à jouer, à aller chercher? Ah oui, mais c'est ça, c'est son rôle. Doula, le coach Oui, pour moi, j'ai senti une équipe dans la fraîcheur physique qui était à la rue, donc il va faire rentrer d'autres éléments pour rebooster son groupe. Non seulement mentalement s'ils sont atteints, mais est-ce que le Niger va-t-il rebondir? C'est notre grande question. D'accord. Mais justement, comment on récupère? Parce que là, on a joué mardi, on joue vendredi, c'est limite. Mais oui, c'est la révolte des joueurs, surtout quand les joueurs sont révoltés. C'est vrai, l'entraîneur a ce côté, a ce discours-là, mais quand les joueurs veulent, ils veulent. D'accord. Yellow, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Mohamed Ballo, Henri-Joël Bois. Voilà, allez, le programme, vendredi 3 février, la petite finale. Le match de classement Niger-Madagascar à partir de 19h. La finale, c'est ce samedi 4 février 2023 à partir de 19h30. Algérie-Sénégal. C'est la fin de la grande team. Excellent mois de février à tous. Rendez-vous demain à partir de 20h30 pour un nouveau numéro de votre quotidienne La Grande Team. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.